Voici Singapour, un pays insulaire situé à l'extrémité de la Malaisie, légèrement plus petit que la ville de New York et abritant 5,6 millions d'habitants. Malgré sa petite taille et sa main-d'œuvre modeste, le pays affiche une production économique de près de la moitié d'1 billion de dollars, ce qui en fait la 33e plus grande économie du monde. Il surpasse ainsi de nombreux pays beaucoup plus vastes comme les Émirats arabes unis, le Vietnam ou même la Malaisie, son proche voisin du Nord, qui disposent de plus de main-d'œuvre, de plus de superficie et de plus de ressources naturelles. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Il y a à peine 5 décennies, Singapour était un pays désespérément pauvre, encore marqué par une longue histoire d'occupation. L'immense succès réalisé par cette petite île en si peu de temps explique pourquoi tant d'économistes sont enthousiastes à l'idée que d'autres pays puissent le reproduire et devenir à leur tour le Singapour de leur région respective. Le Singapour de l'Amérique du Sud, le Singapour de l'Afrique et même le Singapour de l'Asie sont tous des titres que plusieurs pays du monde entier se sont vus attribuer pour avoir tenté de reproduire le succès de cette ville-État, bien qu'il n'ait peut-être pas bien réfléchi à ce dernier point. Quoi qu'il en soit, si une petite île dépourvue de ressources et de capital politique mondial peut devenir l'une des économies les plus riches du monde en si peu de temps, alors il est logique de penser que pratiquement n'importe quelle économie pourrait réaliser la même chose. Malheureusement, le succès de Singapour sera extrêmement difficile à reproduire, et la combinaison exacte de facteurs qui a fonctionné pour le pays n'existe pratiquement nulle part ailleurs dans le monde. Ce que cela signifie, c'est qu'il n'y aura jamais un autre Singapour dans une autre région. Une autre idée courante, mais fausse, est que le succès de Singapour repose sur des industries glamour installées dans des gratte-ciels en verre. Il est facile de le penser en regardant des images de Marina Bay, en entendant des histoires sur des milliardaires du monde entier qui en font leur domicile, voire en voyant le pays représenté dans bon nombre de films modernes. Mais la réalité est bien différente, et même la plupart des économistes ignorent ce qui a réellement fait le succès de Singapour au départ. Alors, que peuvent apprendre les économies ordinaires du développement rapide de Singapour, qui pourrait être appliqué à leur propre pays ? Qu'est-ce qui a fait le succès de Singapour ? Et enfin, pourquoi est-il presque impossible de reproduire ce succès dans d'autres pays du monde ? Une fois que nous aurons répondu à toutes ces questions, nous pourrons placer Singapour dans le classement de l'économie expliquée. Le début de l'histoire de Singapour en tant que nation indépendante a été plutôt inhabituel. Alors que de nombreux pays du monde ont dû se battre âprement pour obtenir leur indépendance, ou dans le meilleur des cas ont pu la négocier avec le pays la revendiquant, l'indépendance a été en quelque sorte imposée à Singapour. La petite île était autrefois un État de la Malaisie, et tout au long de son histoire, elle a été utilisée comme port commercial par les empires coloniaux. Cela a conduit la région à devenir très diversifiée, mais aussi très tendue entre tous les groupes qui y vivaient. À la suite de la Seconde Guerre mondiale, après une amère occupation par les forces japonaises, Singapour a dû être reconstruite pratiquement à partir de zéro. Pendant des décennies, elle était essentiellement une mégapole misérable, la plupart de ses habitants vivant dans la pauvreté. Sachant les tensions qui pouvaient découler de la coexistence de groupes de personnes aussi diversifiés dans un environnement aussi hostile, Singapour a été expulsé de la Malaisie en 1965. La première chose dont disposait le nouveau pays était une forme unique d'autoritarisme bienveillant. Le nouveau gouvernement savait que pour que le pays ait ne serait-ce qu'une chance de résoudre ses problèmes, il aurait besoin d'une main ferme et décisive, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. L'une des premières choses que le gouvernement a faites après avoir pris le pouvoir a été de récupérer de vastes étendues de terres et de propriétés privées à des tarifs inférieurs au marché, pour construire des logements publics abordables. Lorsque des personnes plaident pour que leur économie soit gérée comme celle de Singapour, ils négligent généralement ce détail. Dans n'importe quelle économie avancée du monde d'aujourd'hui, une telle décision à cette échelle serait pratiquement un suicide politique. Le logement est toujours très contrôlé dans le pays à ce jour, avec un mélange unique de planification centralisée et de mécanismes de libre marché hardcore. Les impôts sur le revenu à Singapour sont réputés très bas. À partir de cette année, les taux d'impôt sur le revenu plafonnent à 24%. Mais cela ne concerne que les personnes gagnant plus d'1 million de dollars singapouriens par an, soit environ 750 000 dollars américains. C'est le côté libre du marché, avec une intervention minimale du gouvernement. Mais en même temps, 20% des salaires des travailleurs sont obligatoirement prélevés par ce dernier. Au lieu de servir à financer les dépenses gouvernementales, ils sont cependant placés dans un grand fonds d'investissement communautaire que les gens peuvent ensuite utiliser pour verser un acompte sur une maison subventionnée. En plus de ces 20%, chaque employeur contribue également à hauteur de 16% du salaire du travailleur pour le même fonds,
qui sert également à financer la retraite et les soins de santé. Cela signifie qu'au minimum, les habitants de Singapour économisent au moins 36% de leurs revenus, soit le double du taux d'épargne moyen aux États-Unis. Singapour compte également des épargnants diligents en dehors de ces mesures d'épargne forcée, avec un résident moyen qui conserve 54,6% de ses revenus. Un taux d'épargne élevé ne signifie pas grand-chose si les habitants du pays ne gagnent pas beaucoup. Alors la prochaine étape pour le gouvernement a été d'attirer des industries qui avaient du sens pour cette petite nation insulaire. Au début, le pays avait très peu d'avantages par rapport à ses homologues régionaux plus importants. Ces derniers avaient plus de travailleurs, plus de ressources et plus de terres pour établir des opérations. Mais Singapour avait quand même quelques tours dans son sac. L'un des plus grands avantages du pays est sa position géographique exceptionnelle, à l'extrémité du détroit de Malacca, qui est la voie maritime la plus fréquentée au monde. La raison pour laquelle le pays existait en tant que port commercial à l'époque coloniale était exactement la même, mais à présent, les habitants du pays avaient l'occasion d'en bénéficier eux-mêmes. L'une des plus grandes industries de Singapour est très éloignée du glamour de la finance mondiale. Il s'agit essentiellement d'une station-service pour les navires cargo du monde entier. À mesure que l'Asie se développait comme un centre de fabrication à faible coût et que les pays du monde entier intensifiaient leurs échanges, Singapour a mis en place d'importantes installations pétrolières pour importer du pétrole des pays du Pacifique Sud et du Golfe Persique et le revendre à tous les navires traversant le goulot d'étranglement naturel du détroit de Malacca. Compte tenu de sa situation géographique et du fait que les cargos de pétrole brut traversent de toute façon la région, Singapour abrite le plus grand port de soudage du monde, qui offre des prix encore plus bas que ceux des États du Golfe eux-mêmes. Singapour produit d'ailleurs effectivement un peu de pétrole, mais seulement environ 20 000 barils par jour, ce qui représente une fraction minuscule du volume total de pétrole transitant par le pays. Pour devenir encore plus un guichet unique pour les besoins en expédition, Singapour a développé la plus grande bourse de matières premières de la région, où les entreprises et les spéculateurs peuvent fixer des prix pour les ressources échangées dans toute l'Asie. Le mélange unique d'autorité gouvernementale et de capitalisme sans entrave a de nouveau joué un rôle essentiel dans le développement de cette industrie. L'industrie pétrolière nécessite d'importants investissements en capital pour être compétitive à l'échelle mondiale. Mais le pays appauvri de Singapour dans les années 1970 n'aurait pas pu effectuer cet investissement par lui-même. Il devait attirer des sociétés pétrolières multinationales pour mettre en place cette industrie, en échange d'une part des bénéfices futurs. Lorsqu'une entreprise internationale investit dans un pays étranger, surtout dans un pays aussi nouveau et potentiellement instable que Singapour, elle souhaite avoir une raison convaincante pour s'y installer. Comme Singapour avait peu de réserves pétrolières, cela ne suffisait pas en soi. Le potentiel de sa position géographique était compris, mais les économistes ont fait valoir que ce qui en a vraiment fait un choix logique, ce sont les libertés accordées aux sociétés pétrolières étrangères pour opérer dans le pays, ainsi que la sécurité garantie par un parti unique qui pouvait assurer la cohérence des politiques. Un autre avantage dont Singapour disposait était l'adoption d'un système juridique de common law anglaise de ses anciens colonisateurs, un système bien reconnu et largement compris pour régler les litiges commerciaux, ce qui était beaucoup plus attrayant pour les entreprises internationales que les systèmes alternatifs de la région. Être au bon endroit, au bon moment et avoir l'autorité nécessaire pour conclure les bons accords était la base du succès économique de Singapour. Il est cependant injuste de tout attribuer à la chance, car Singapour a su capitaliser sur ce succès précoce en réinvestissant ses bénéfices dans sa population et ses industries. Mais si elle avait été située n'importe où ailleurs dans le monde, à part à l'endroit qui allait devenir l'épicentre du commerce mondial, elle ne serait probablement pas aussi remarquable qu'elle ne l'est aujourd'hui. Un autre problème avec l'idée que d'autres pays pourraient suivre les traces de Singapour en adoptant les bonnes politiques, c'est que la plupart du temps, les gens tirent de mauvaises conclusions. Singapour est souvent utilisé comme exemple de ce qui peut se produire lorsque les impôts et les restrictions commerciales sont faibles. L'idée est que les entreprises y établissent alors leurs opérations et contribuent à l'économie de différentes manières. En réalité, Singapour a des impôts, et ils ne sont même pas particulièrement avantageux pour les entreprises. Un taux d'imposition de 17% se situe dans la fourchette basse de la moyenne des pays du monde, et les particuliers peuvent trouver de nombreux endroits où vivre sans impôt sur le revenu. Et c'est sans compter les autres taxes que Singapour prélève. Le pays a notamment certaines des taxes foncières les plus élevées au monde, et des coûts exorbitants concernant l'immatriculation et la conduite d'une voiture. La personne moyenne et l'entreprise moyenne opérant à Singapour finissent par payer pratiquement autant d'argent au gouvernement que dans la plupart des autres économies avancées.
Elles ne le font juste simplement pas de la même manière. Les recettes gouvernementales à Singapour représentent environ 18% du PIB, ce qui est presque exactement la même chose qu'avec les États-Unis. Singapour a également l'avantage d'être un très petit pays, de sorte que les infrastructures et les services sont beaucoup moins chers et plus faciles à gérer, puisqu'ils ne doivent desservir qu'une seule ville de taille moyenne au lieu du troisième plus grand pays de la planète. Le gouvernement singapourien prend donc probablement un peu plus que sa juste part. Il triche aussi un peu. Environ 10% de sa main-d'œuvre fait la navette depuis la Malaisie chaque jour, compte tenu de sa proximité extrême avec ce pays beaucoup plus grand. Ces travailleurs apportent une valeur ajoutée à l'économie, contribuant ainsi à la production économique, mais ils ne sont pas inclus dans la population du pays. Cela signifie que lorsque les économistes établissent des chiffres de PIB par habitant, ils incluent la production de ces travailleurs dans le numérateur, mais ne les ajoutent pas au dénominateur, ce qui donne à ce chiffre un avantage injuste lors de la comparaison avec les économies ordinaires, qui n'ont pas cette main-d'œuvre transfrontalière quotidienne. C'est similaire à un autre cas économique particulier, le Luxembourg, qui est un pays très riche en soi, mais qui est également aidé par ce biais unique en arithmétique économique. Nous avons exploré ce problème en profondeur dans notre vidéo sur ce pays, donc je ne veux pas répéter trop de détails ici. Quoi qu'il en soit, réduire les impôts n'a pas été la clé du succès de Singapour. C'était plutôt une combinaison des facteurs explorés dans cette vidéo. Si un pays se trouvait également à devenir indépendant dans une région qui se développerait rapidement comme étant le nouveau centre du commerce mondial, s'il donnait le pouvoir à un gouvernement capable de prendre des décisions pratiquement incontestées portant atteinte aux libertés de son peuple, si ce gouvernement n'abusait pas de son pouvoir pour s'enrichir, et enfin s'il n'y avait pas de meilleure alternative disponible jusqu'à ce que des industries de premier plan soient établies, alors oui, bien sûr, ce pays pourrait devenir le prochain Singapour de sa région. Mais cela fait beaucoup de si, et aussi tentant que cela puisse être d'essayer de devenir une économie aussi prospère que Singapour, il existe de meilleurs exemples à suivre qui donneront probablement de bien meilleurs résultats pour les dizaines de pays du monde qui traversent actuellement leur propre période de développement rapide. Bon, maintenant, il est temps de placer Singapour sur le classement de l'économie expliquée. Commençons, comme toujours, par la taille. Singapour a un PIB de 466 milliards de dollars, ce qui en fait la 33e plus grande économie du monde, surpassant des rivaux régionaux comme le Bangladesh, le Vietnam, les Philippines et la Malaisie. Singapour obtient donc un 8 sur 10. Ce PIB impressionnant est réparti sur une population de moins de 5,5 millions d'habitants, ce qui signifie que le pays a un PIB par habitant de 73 000 dollars, le plaçant parmi les pays les plus productifs de la planète, mais derrière les habituels micro-États. Malgré tout, il obtient un 9 sur 10. La stabilité et la confiance sont intéressantes. Le pays est en théorie une démocratie multipartite, mais en pratique, il est dirigé par un seul parti depuis son indépendance, principalement parce que le parti est très populaire et qu'il a permis au pays d'offrir un degré de cohérence économique difficile à égaler, tout en évitant en grande partie les écueils liés au pouvoir politique incontesté. Étant donné sa réputation de havre de paix dans la région pour le commerce et les affaires, il obtient un 9 sur 10. Mais il a raté un score parfait en raison des complications qui pourraient éventuellement découler de ce système de leadership. La croissance a été incroyablement forte. Évidemment, elle a dû l'être pour passer d'où elle était il y a 50 ans à où elle en est aujourd'hui. Mais même au cours des 2 dernières décennies, l'économie a quadruplé de taille et n'a été ralentie que par la crise financière asiatique, la crise financière mondiale et la Covid-19. Et même dans ce cas, elle ne s'est pas ralentie longtemps. Le pays obtient donc un 10 sur 10. Enfin, l'industrie. Aujourd'hui, le pays abrite plusieurs industries extrêmement rentables. C'est l'un des plus grands négociants de pétrole au monde malgré son peu de réserves. Il dispose d'une industrie manufacturière étonnamment robuste et technique, et bien sûr, il joue toujours un rôle de premier plan en tant que centre financier mondial. Il n'est pas un leader mondial dans chacune de ces industries, et il n'a pas vraiment développé de société nationale qui rivalise sur la scène mondiale, mais il obtient quand même un 8 sur 10. Dans l'ensemble, cela donne à Singapour une note moyenne de 8,8 sur 10, ce qui est incroyablement impressionnant et le place tout en haut du classement. Si vous avez aimé cette vidéo, vous aimerez également celle que nous avons récemment postée,